Cours sur la mécanique quantique, où je vais exposer les 15 révolutions fondamentales dans la mécanique quantique. Donc, historiquement, la première des révolutions fut l'expérience des fentes de Jung vers 1801, et puis vers 1827 aussi, il l'a fait avec un autre collaborateur, Fresnel. Donc tout ça, tout ce que je vous dis, c'est référencé sur Internet, vous pouvez aller chercher. Donc l'expérience des fentes de Jung, Y-O-U-N-G. Donc il en a déduit la nature ondulatoire de la lumière et les prémices de la dualité onde-corpuscule. Donc c'est une expérience magnifique qu'on peut réaliser, ce n'est pas très compliqué une fois qu'on a compris l'idée. Et donc, cette expérience a été réalisée depuis qu'elle a été faite, vers le 19e siècle, des centaines de fois avec des photons, des électrons, des atomes, on en a fait à gauche, à droite. On en a fait plein de ces expériences. La littérature sur l'expérience des formes de Jung est titanesque. Et donc, qu'est-ce qu'on en a déduit de cette expérience? C'est le fameux mystère de la dualité onde-corpuscule. Un coup, les photons, la lumière se comportaient comme un corpuscule, et un autre coup, elle se comportait comme une onde. Et on le mesurait, on le voyait sur l'écran noir de l'expérience des fentes de Jung. Suivant qu'on observe ou pas la lumière, suivant qu'on met une fente ou deux, etc., suivant les protocoles différents de l'expérience, on avait un coup la lumière se comportait comme une onde, un coup la lumière se comportait comme un corpuscule. Ah, dis donc, pas simple à comprendre. Donc voilà la première expérience majeure scientifique qui a mis la puce à l'oreille à plein d'autres chercheurs dans le futur, en se disant tiens, là il y a quelque chose. Et d'ailleurs, de nombreux scientifiques, physiciens, disent que l'expérience la plus belle de la science physique, c'est l'expérience des fentes de Jung, la plus surprenante dans l'histoire. Puis après, on fait un saut dans le temps. On arrive au fondateur théorique de la mécanique quantique. C'est d'ailleurs lui, quelque part, qui lui a donné le nom. Les quanta, en latin, ça vient de quantum, qui veut dire quantité. Donc Planck, c'est en octobre 1900 qu'il a énoncé la loi de répartition spectrale du rayonnement thermique du corps noir. Donc en fait, Max Planck étudiait la thermodynamique des gaz, les expériences de sciences physiques en Allemagne, à l'université de Göttingen, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il cherchait à résoudre le mystère du corps noir. Alors la littérature avant lui est remplie de thèses, antithèses, de paradoxes, de dilemmes, entre autres à cause de la catastrophe ultraviolette. C'est-à-dire qu'avant Planck, la majorité des scientifiques supposaient implicitement que l'énergie pouvait prendre la valeur, entre guillemets, qu'elle voulait, un nombre réel, qu'elle voulait. Elle pouvait prendre toutes les valeurs réelles de l'énergie. Bon, c'était un peu une hypothèse implicite, c'est que l'énergie était continue. On pouvait passer d'une valeur d'énergie à une autre valeur d'énergie, un peu par toutes les valeurs possibles des nombres réels. Donc la vision avant Planck, c'était que l'énergie ou la vitesse, un peu tout, était continue. C'est-à-dire que la vitesse, par exemple, d'une particule pouvait prendre n'importe quel nombre réel, 1 km/h, 1,36 km/h, n'importe quel nombre réel. La vitesse, l'énergie, tout ça était continu. Et puis Planck, quand il a voulu savoir quelle est la température du corps noir, c'est-à-dire en gros pour des problèmes de sidérurgie par exemple,
À cette époque-là, ils aimaient bien faire fondre de l'acier à des très hautes températures, et donc par souci d'économie d'énergie, ils aimaient bien savoir à quelle température était le four. Mais bon, bien sûr, à cette température extrême-là de fusion de l'acier, c'est très chaud, et donc comment mesurer la température? Certainement pas avec un petit thermomètre à mercure. Donc très compliqué de calculer la température du corps noir. Faire des expériences, tout ça, la mesurer. Et donc après avoir fait mesure sur mesure, Max Planck en a déduit sa fameuse constante H, qu'il a appelée H, la constante de Planck qu'on a appelée comme ça en son honneur. Donc sa valeur numérique, c'est à peu près 6,610 puissance moins 34 joules seconde. Bon. En fait, à la limite, à part pour les applications numériques, peu importe sa valeur. C'est une certaine quantité d'énergie. Bon. Et donc, il a fait l'hypothèse pharaonique à cette époque, complètement contre-intuitive pour tous ceux qui étaient continuistes, c'est qu'il a fait l'hypothèse que l'énergie était égale, l'énergie du corps noir, par exemple, l'énergie était égale à H fois nu. Donc H, c'est sa fameuse constante de Planck. C'est sa fameuse constante de Planck. Et nu, c'est la fréquence du rayonnement électromagnétique. Donc en fait, il a démontré, enfin il a postulé, il a fait l'hypothèse que l'énergie était quantifiée. Que c'était, par la formule, que c'était H fois nu, l'énergie égale H nu. Bon. Donc, il a introduit la quantification de l'énergie électromagnétique, entre autres. Donc, l'énergie, d'un coup, n'était plus soumise à une variable continue qui pouvait prendre n'importe quelle valeur. Mais attention, l'énergie ne pouvait être qu'un multiple de H, d'un multiple de la constante de Planck. Donc, il a introduit la notion de quanta, et plus d'énergie continue, mais d'énergie discrète, qui ne peut prendre que des nombres particuliers de valeurs, et tous proportionnels à la fameuse constante de Planck. Donc, révolution conceptuelle fondamentale. L'énergie n'est plus continue, mais discrète. Oh bah, pas facile à digérer avant le XXe siècle. Puis vient la troisième révolution en mécanique quantique, qui est le fameux Albert Einstein en 1905. Qui a résolu, entre guillemets, ce qu'on a appelé à l'époque, et ce qu'on appelle toujours, l'effet photoélectrique. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a des matériaux qui émettent des électrons. Si on prend une plaque de métal et qu'on lui fait subir certaines transformations, et ben des électrons émergent de ces transformations. Et donc, pour résoudre l'effet photoélectrique, Albert Einstein a dû introduire une quantification de la lumière. Parce que un peu avant Einstein, on avait plus tendance à croire que la lumière est une onde, et ondulatoire, et n'est pas corpusculaire. Et d'un coup, Einstein fait l'hypothèse de ce qu'on appellera plus tard le photon. C'est-à-dire le quanta, la particule du quanta de lumière. Et donc, bien sûr, l'énergie du photon existe. Depuis Planck, on savait que les E égale H nu. Bon, ben Einstein a repris la formule, et il a dit, bon, très bien, mais maintenant, à quoi est égal H nu? Eh ben, dans le cas où c'est un photon, ben, son énergie, H nu, est égale à une certaine quantité d'énergie de liaison de l'électron, donc H nu égale WS, bon, plus l'énergie cinétique
initiale de l'électron. Donc un demi de m nu 2, l'énergie cinétique. Donc en fait, Einstein a démontré que l'énergie électromagnétique du photon était égale à une somme de deux termes, qui l'un dépendait de l'énergie de liaison de l'électron et d'autres dépendait de l'énergie cinétique initiale de l'électron. Donc il en a déduit sa célèbre formule, H nu égale WS plus 1 demi de M nu 2. Révolution conceptuelle. Il a introduit la quantification de la lumière aussi. Onde corpuscule, comme on l'a vu dans l'expérience des fentes de Young. Puis après, en 1913, vient Niels Bohr, qui, en étudiant les modèles atomiques et plus particulièrement le modèle de l'hydrogène, arrive à la quantification des orbites de l'électron. C'est qu'avant, dans le modèle de l'atome, on croyait à tort que l'électron, bon, il se baladait quelque part autour de l'atome, mais il pouvait se balader un peu où il voulait. Et ben Bohr est arrivé, il a dit « Ah non, 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 non. L'électron ne pourra se balader autour du noyau que sur certaines orbites et pas d'autres. » Il a quantifié les orbites. Nouvelle quantification, ce coup-ci, de la position des électrons dans l'espace. Autour de l'atome, ils ne peuvent pas se balader où ils veulent, mais que dans certaines orbites très précises et qu'on sait quantifier, surtout pour l'atome d'hydrogène à l'époque grâce à Niels Bohr. Donc là aussi, révolution conceptuelle. Les électrons, leurs orbites sont quantifiées. Et là aussi, c'est plus continu comme on le croyait auparavant. Donc, nouvelle révolution, la quantification des orbites. Puis vient en 1922 l'expérience de Stern et Gerlach. Et il a découvert que les particules possèdent un moment cinétique intrinsèque. Une sorte de toupie qui tourne sur elle-même. Bon, si on peut faire une métaphore, ce qu'on appelle aussi le spin d'un objet, d'un électron. Donc, ils ont découvert, dans leur expérience, qu'on peut lire des passages dans beaucoup de livres d'histoire de sciences physiques. Donc, ils ont découvert le spin, révolution scientifique, ah bon... les objets quantiques tournent sur eux-mêmes d'un certain point de vue métaphorique. Et puis, ils ont déduit deux autres choses pharaoniques. C'est que la mesure d'un système le modifie. C'est-à-dire que dans leur expérience, en fonction qu'ils mesuraient d'une certaine façon ou pas, ils connaissaient à peu près bien le système, et ils observaient que, la mesure perturbe le système. La mesure d'un système le modifie. Ça aussi, c'est contre-intuitif dans un modèle de base de réflexion. On se dit, par exemple, le policier qui prend un radar pour calculer la vitesse d'une voiture pour savoir si on a une infraction ou pas, il se dit pas, tiens, je vais modifier la vitesse de la voiture en cliquant sur mon petit bitonio. Bon, ça paraît très surprenant à notre échelle, que parce qu'on mesure la vitesse d'une voiture, on va lui changer sa vitesse. Non, pas simple à comprendre, que la mesure d'un système le modifie, le perturbe. Bon. Et puis, ils ont introduit l'idée que la mécanique quantique est probabiliste. C'est-à-dire que c'est le point de départ, leur expérience, en disant, si on prend un modèle déterministe, on ne comprend rien à l'expérience de Stern et Gerlach. La seule façon de comprendre, c'est d'utiliser une variable aléatoire à un moment donné. Donc, de mettre de la probabilité dans la mécanique quantique. Première introduction, grâce à l'expérience de Stern et Gerlach, de la probabilité. Ce fut aussi
grande révolution. Donc voilà les 5 premières révolutions de la mécanique quantique.